Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une page difficile que tente de tourner Annecy 4 jours après l'attaque au couteau. Hier encore, 5000 personnes se sont retrouvées à proximité des lieux du drame. Rassemblement pacifique et citoyen organisé par la ville avec en toile de fond la volonté d'aller de l'avant malgré tout. Et c'est dans ce contexte pesant que s'est ouvert le Festival international du film d'animation. Jean-Luc Boujon, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Annecy. Cette fête du cinéma a été maintenue avec tout de même quelques aménagements. Oui, Bonlieu, le centre névralgique du festival, est à seulement 300 mètres du Paquier, l'esplanade où a eu lieu l'attaque de jeudi. Impossible donc de faire comme si de rien n'était, d'où la décision d'annuler l'événement d'hier soir, explique le directeur du festival, Michael Marin. La journée du dimanche, il a été décidé qu'elle soit une journée de communion collective et de recueillement. Donc effectivement, on a souhaité annuler les projections en plein air qui devaient avoir lieu hier soir, en signe de soutien aux victimes et aux familles, parce qu'elles ont lieu sur le Paquier. Le niveau de sécurité a également été relevé d'un cran, car il n'était pas possible d'annuler un rendez-vous devenu incontournable. Festival, mais surtout marché international du film d'animation, où se donnent rendez-vous les plus grands studios avec leurs délégations d'Américains, d'Anglais, d'Espagnols, de Japonais. Toutefois, certains, comme Alejandra, qui travaille pour un studio mexicain, se sont quand même posé la question de venir. J'ai lu les news. Il fait peur à moi. Ce type de choses, ce sont terribles, mais je connais Annecy. Les gens sont géniaux, donc I come. Alejandra est donc venue, et avec elle, 15 000 participants qui sont attendus cette semaine sur les bords du lac d'Annecy. Jean-Luc Boujon, envoyé spécial d'Europe 1 à Annecy. Du côté de l'enquête, maintenant, le principal suspect a été placé dans une cellule de protection d'urgence. Incarcéré au centre pénitentiaire d'Éton en Savoie, une cellule anti-suicide où tout est fait pour l'empêcher de mettre fin à ses jours, comme l'explique Erwan Saoudi du syndicat FO pénitentiaire. C'est une cellule dans laquelle tout a été pensé pour que le suicide soit empêché. Il n'y a rien pour s'accrocher. La télé aussi, elle est dans un globe en plexi pour éviter que du verre soit cassé ou que ça puisse aider à se couper les veines ou des choses comme ça. Parce que c'est pas une cellule de détention classique. C'est vraiment la situation qui fait qu'on puisse mettre une personne détenue dedans. Donc voilà, quoi. C'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement. C'est vraiment en cas de crise. C'est pas une punition, hein, la cellule C-Trou, c'est pas du tout une punition, au contraire, hein, c'est une solution pour éviter un drame. Et oui, si jamais la personne détenue à un parloir, il est maintenu, si jamais si jamais il fait les promenades, il peut aller en promenade. C'est pas une sanction en soi, hein, c'est vraiment une mesure, j'ai presque envie de dire médicale. Hein. Erwan Saoudi du syndicat FO pénitentiaire avec Romain Biteau. Nouvelle d'ailleurs plutôt rassurante pour les 6 victimes, dont 4 enfants hospitalisés en urgence absolue. Leur pronostic vital n'est plus engagé selon le parquet. Des pluies diluviennes, des orages très violents. La météo s'est déchaînée sur une partie de la France hier soir. Exemple en région parisienne où par endroits, il est tombé jusqu'à 20 litres d'eau par mètre carré en seulement 10 minutes. Toulouse n'a pas été épargnée non plus. Métro coupé, hôtel de police inondé. La gare de Toulouse-Matabio s'est également retrouvée sous l'eau. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La politique peut être la fin de la bataille des retraites à l'Assemblée nationale. Les députés vont se prononcer cet après-midi sur une motion de censure déposée par la NUPES. Débat et vote prévus à partir de 16h. Le groupe Lyotte et la droite ne la voteront pas. Le Rassemblement national accepte au contraire de joindre ses voix à celles de la gauche. Arthur Delaborde, le gouvernement peut-il être renversé ? Eh bien, cette 17e motion de censure présentée contre le gouvernement d'Elisabeth Borne devrait être un nouveau coup d'épée dans l'eau. Même si les députés du Rassemblement national vont voter le texte déposé par la NUPES, cette alliance de circonstances ne devrait pas réunir les voix nécessaires pour renverser la première ministre. Ce sont de nouveau les députés Les Républicains qui se retrouvent dans le rôle d'arbitre, mais ils devraient être très peu nombreux à soutenir la motion de censure de la gauche. Les votes favorables des LR se compteront sur les doigts d'une seule main, dit un cadre du groupe. Pour rappel, le 21 mars dernier, ils avaient été 19 à voter la censure du gouvernement, manquant à 9 voix près de faire tomber l'équipe d'Elisabeth Borne. Mais cette fois, le nouveau texte ne devrait pas donner trop de sueur froide à la première ministre, d'autant que certains élus Lyotte pourraient ne pas le soutenir, le groupe centriste ayant choisi de ne pas co-signer la motion, tout en laissant la liberté de vote à ses membres. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. On parle beaucoup de l'inflation dans l'alimentation.
l'inflation, mais il y a un autre secteur dans lequel les prix flambent, le crédit immobilier. Les taux ne cessent de grimper, éloignant du marché de plus en plus d'acheteurs. La réunion du Haut Conseil de stabilité financière demain est guettée avec une certaine appréhension. L'instance dira si elle accepte d'assouplir les règles d'octroi du crédit immobilier. Le taux d'emprunt moyen se situe aujourd'hui autour de 3,5%. Il pourrait atteindre ou franchir les 4% d'ici la rentrée de septembre. En attendant, la situation est déjà très compliquée pour les acheteurs potentiels. Margot Faudéré, les capacités d'emprunt fondent comme neige au soleil. Oui, prenons le cas d'un couple qui gagne à deux 4 000 € net par mois. En janvier de l'année dernière, ce couple avait une capacité d'emprunt sur 20 ans de 282 000 €. Aujourd'hui, il peut seulement emprunter à hauteur de 232 000 € selon Meilleur Taux. Une perte inédite de pouvoir d'achat, explique Maëlle Bernier, porte-parole du courtier. Ça veut dire que ce couple, il a perdu 50 000 € de capacité d'emprunt en 1 an et demi. On n'a jamais vu ça, puisque les taux ont littéralement explosé, passant en moyenne de 1,20 à 3,40 aujourd'hui. Concrètement, avec des prix moyens à 3 000 € du mètre carré, ce couple a perdu 16 mètres carrés d'achat potentiel, l'équivalent d'une pièce. Pour compenser cette baisse, il aurait fallu que les prix baissent de 18%. Or, ce n'est absolument pas le cas, puisque globalement, les prix baissent de 1 à 2%. Mais pas de quoi décourager les Français qui veulent à tout prix acheter et qui sont prêts à faire des concessions sur leurs biens. D'ailleurs, en avril, la Banque de France observe une stabilisation des crédits immobiliers signés chaque mois dans l'Hexagone, preuve que la production de crédit reste dynamique. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et bien voilà, c'est fait. Il entre dans l'histoire du tennis. Un peu plus encore, rajouterais-je. Novak Djokovic, 3e titre à Roland-Garros hier soir et un 23e en Grand Chelem. Il est le seul à présenter un tel palmarès, 23 victoires dans les 4 tournois majeurs que sont l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Rafael Nadal en compte 22, Roger Federer 20. Victoire du Serbe hier en finale face à Casper Ruud et la Coupe des Mousquetaires remise par Yannick Noah, dernier joueur français vainqueur à Paris. Il a confié son émotion à Jean-François Pérez. Arrivé là au milieu de cette énergie, il y a Novak qui vient de gagner 23 grands chelems, Donc c'est vrai, ça résonne parce que c'est un cours qui compte pour moi, mais voir que ce garçon, c'est son 3e, c'est pas sa meilleure surface. Le sentiment en tout cas que j'ai, c'est qu'il y a une marge et qu'il va en gagner d'autres. En fait, c'est une histoire qui est en train de se raconter, elle est pas terminée. Me retrouver là, je me suis senti un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je te cache pas. Mais je sais d'où ça venait de l'amour, de l'amitié, de la famille d'ici. Nous on a tous grandi ici à Roland, rêvé de Roland, et à travers ce moment, ce témoignage qu'ils ont voulu partager avec moi, c'était un petit peu toute la fédération, tous ceux qui ont été sur les photos et ceux qui sont pas sur les photos aussi. Et c'est une longue histoire, 40 ans, c'est pas juste, il y a 40 ans il a gagné, entre-temps il s'est passé plein de choses, avant il s'est passé plein de choses, et c'était un peu la fête de tous ces gens-là, donc j'étais très touché, il y avait plein de choses qui résonnaient en moi. Yannick Noah au micro de Jean-François Pérez. Voilà, Yannick Noah que vous retrouvez évidemment, il est la vedette de notre dernier podcast Europe 1, Yannick Noah, entre vous et moi, témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1, 10 épisodes, vous mettez ça quand vous partez travailler, quand vous allez courir, ça passe tout seul, c'est absolument passionnant. Merci beaucoup Christophe Lamar, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1, très bon début de journée, bon lundi à suivre l'édito éco. Oui, semaine réindustrialisation pour Emmanuel Macron avec 3 déplacements programmés cette semaine. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il aux États-Unis ? Ça s'accélère très nettement sur le front des usines. On va en parler avec Nicolas Bouzou à 7h20 et dans un instant avec le premier invité d'Europe 1 matin, le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq.